Bon, on est beaucoup à faire la même chose avec les jeux. On a d'abord cette première phase de lune de miel où on devient accro quasi de manière obsessionnelle. C'est le moment où le jeu devient notre principal centre d'intérêt, avec la bande son, les graphismes, le gameplay, qui sont toujours là pour rythmer notre temps libre. En tout cas, pendant quelques jours, voire semaines. C'est dans ce laps de temps que j'ai l'impression d'avoir trouvé une nouvelle pépite, comme ces jeux de notre enfance, où peu importe ce que c'était, on était à fond dedans. Et vient le moment où je m'arrête, tout simplement. Non pas parce que j'ai terminé le jeu, pas parce que je suis bloqué et que j'ai beaucoup trop d'ego pour regarder un tuto, non, c'est juste que je m'arrête et rien d'autre. Et souvent, je passe à un autre jeu pour retrouver quelque chose de nouveau et d'excitant. Et le pire, c'est que je ne désinstalle pas celui d'avant. Je le laisse juste à moitié terminé, en bref, à moitié oublié. Bon, et j'ai un peu menti, ça c'était il y a quelques années encore, et ça ne concernait pas que les jeux. Ça arrivait même avec les projets secondaires ou des compétences que j'avais l'intention d'apprendre. Et c'est un peu comme si j'étais très doué pour commencer, mais quand il s'agissait de rester pour finir, là, fallait absolument pas me chercher. Puis, j'ai vite compris une chose, c'est que j'aurais pu me dire, c'est comme ça que je suis, etc. Mais ça aurait été faux, parce que enfant et ado, j'avais aucun souci à me la fumer sur une seule chose à la fois jusqu'à ce que j'ai théorie-craft tous les tenants et aboutissants. Et avec le temps, j'ai compris que ce schéma d'abandonner ce que je commençais était justement significatif d'un changement qui a opéré au fur et à mesure. La première fois que j'ai décidé d'abandonner un jeu à mi-parcours. Et c'est en 2021, en pleine fièvre de Monster Hunter Rise, que j'ai eu un déclic. Je sentais à nouveau que j'allais laisser le jeu de côté pour passer à autre chose, alors qu'en plus je trouvais vraiment le jeu incroyable, là n'était vraiment pas la question. Donc je me suis alors arrêté et je me suis simplement demandé, et si ce n'était pas seulement une question de jeu, et si ma façon de jouer reflétait complètement ma façon de vivre. Parce que tu vois, il existe un concept en psychologie appelé cohérence comportementale. C'est simplement l'idée que les gens ont tendance à agir de la même manière dans différentes situations, même s'ils n'en sont pas conscients. Il ne s'agit pas d'habitudes rigides ou de routines prévisibles, c'est bien plus subtil que ça. C'est un peu comme une tendance qui revient sans qu'on s'en rende compte. Et surtout, ce qui rend cette idée intéressante, c'est qu'elle suggère que la personnalité n'est pas seulement ce que tu vois dans les moments sérieux, comme le classico-classique entretien d'embauche, tes relations, voire avant un examen important. C'est beaucoup plus ce que tu es quand personne ne te regarde et quand en gros, il n'y a aucune pression. Et là, tu commences à saisir, c'est pour ça que les jeux vidéo sont clairement des révélateurs inattendus. Parce que c'est dans cet espace, dépourvu des conséquences du monde réel, qu'on adopte par défaut nos comportements les plus authentiques. Pour t'illustrer ça, si je reprends l'idée d'un jeu à la Monster Hunter par exemple, et bah t'as des personnes qui sont des as dans la gestion des ressources, d'autres sont des gros bourrins qui foncent dans le tas sans se soucier des compétences, ou d'autres encore passent la moitié de leur temps à personnaliser leur armure parce qu'il est hors de question d'aller en quête sans le style qui va avec. Et ça, je les comprends. Et tout ça n'est évidemment pas le cœur de ta personnalité, néanmoins, il ne s'agit pas quand même seulement d'un style de jeu, mais d'une prise de décision qui s'appuie sur le confort. Et retiens bien, le confort ne ment pas. Et tu sais ce qui ne ment pas non plus ? Eh ben je parle bien sûr des courtiers en données sur internet et leurs conséquences. Et c'est pour ça que je remercie le sponsor de cette vidéo, Incogni, qui permet de comprendre à quel point il ne faut pas en avoir rien à faire quand il s'agit de nos données privées en ligne. Parce que oui, si tu te demandes pourquoi ta boîte mail est pleine de spam et ce que deviennent tes infos personnelles une fois que tu les rentres sur internet, laisse-moi t'expliquer ça très rapidement. En gros, sur internet, il y a des entreprises qui vendent tes données personnelles comme ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone et tes mots de passe à des gens qu'on appelle des courtiers en données. Ces courtiers, eux, vont les revendre à d'autres entreprises. Mais le truc, c'est que ces courtiers sont parfois impliqués dans des problèmes de hacking qui vont faire que derrière, toutes tes données vont partir dans les poches de personnes pas très bien intentionnées. Et c'est là que ça peut vite devenir la foire. Et c'est donc pour ça que je te recommande le logiciel qui me fait le plaisir de sponsoriser cette vidéo, Incogni. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement de créer un compte et de leur accorder le droit de travailler pour toi. Et c'est vraiment tout. Incogni contactera les courtiers en données en ton nom pour demander la suppression de toutes tes données et traitera toute objection de leur part. Pour commencer, il suffit de s'inscrire en utilisant le lien dans la description. Utilise le code LAGAN avec le lien ci-dessous pour recevoir 60% de réduction sur Incogni. Tu as évidemment 30 jours d'essai gratuit avant et je t'encourage très sincèrement à au moins essayer, surtout quand tu verras combien de courtiers en données détiennent tes informations, c'est assez choquant. Enfin bref, dans tous les cas, fais super attention à tes données personnelles. Bon, maintenant revenons à nos jeux et à une chose importante, le fait que la cohérence comportementale suggère que ces micro-décisions dans les jeux n'existent pas dans le vide, elles font écho. C'est-à-dire qu'elles correspondent souvent à la façon dont on va faire face à l'ennui, au stress, à l'incertitude ou à une récompense tardive dans le reste de notre vie. Et ça ne veut évidemment pas dire que si demain tu skippes une cinématique, hop c'est bon, tu vas drop ta carrière du jour au lendemain, non. Mais cette impulsion de skip ou encore le malaise face à la lenteur peut également apparaître lorsque tu travailles sur quelque chose qui prend du temps ou qui n'a pas de retour d'information instantané. À nouveau, il ne s'agit pas d'une ligne directe,
directe, mais d'un schéma. Et les schémas méritent qu'on s'y attarde. Puis je le répète, mais là où c'est intéressant, c'est que les jeux sont révélateurs d'une honnêteté comportementale. Car dans la vie de tous les jours, ton comportement est façonné par les attentes, les rôles ou simplement les apparences. Alors que devant ta partie, tu es juste toi, seul, devant ton écran. Et t'as pas de filtre social, juste ton instinct. Et même socialement, si on veut se lancer là-dessus, souvent tu es plus à même de montrer le type de personne que tu es sur des jeux en ligne quand tu as une forme de pression. Oui, les joueurs très salés, je parle de vous. La question est donc moins de savoir à quoi tu joues que de savoir ce que ta façon de jouer révèle. Il y a d'ailleurs une citation que tu as sûrement déjà entendue ailleurs, c'est le fameux « tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis que tu feras ». Et bah à titre personnel, je pense que tu es comment tu joues, pas comment tu dis que tu le feras. Et pour aller plus loin et savoir où tu te situes, j'ai extirpé 4 profils de joueurs, et ici principalement sur des jeux solo on s'entend, afin de commencer ton analyse et voir dans quelle case tu peux potentiellement rentrer, même si elle ne te définit pas à 100% ou si tu te reconnais dans plusieurs profils. Et on commence d'abord avec le débutant en série. Lui, c'est le type qui est toujours à fond quand il s'agit de commencer. Mais alors vraiment juste de commencer. Il aime cette sensation de faire table rase du passé et de ne pas avoir de pression ni de conséquences. Et pour le débutant en série, ce moment est addictif. Il adore la phase d'installation, le fait de créer un nouveau personnage, de plonger dans un monde nouveau, voire même tout simplement d'ouvrir un arbre de compétences vierge. Bref, tout semble encore possible et c'est le fait que tout soit encore possible qui le rend heureux. Parce que quand le progrès arrive et qu'il exige de la répétition, c'est là que tout retombe. Et ce n'est pas une question de paresse, mais il s'agit plutôt de la peur de se concentrer sur le long terme ou de s'engager dans quelque chose qui finira par refléter l'effort ou, à l'inverse, le manque d'effort. En gros, il y a un malaise clair face à la durée et avec ce qui se passe lorsque les choses cessent d'être amusantes et commencent à exiger de la patience. Donc tu l'as compris, dans la vie, c'est souvent le schéma qui anime les très brèves poussées de passion sur un projet ou un loisir, suivi d'une disparition quasi immédiate de la motivation ou du travail quand l'excitation est finito. Et en total opposé à ça, on a le deuxième archétype, le speedrunner. Alors lui, il ne recherche pas nécessairement l'excitation du début, mais plutôt de la fin. Son objectif est clairement de finir, et pour ça, l'efficacité devient souvent sa valeur centrale, contrairement à tout ce qui est immersion ou exploration. C'est un peu comme un employé pour qui le jeu est une tâche à exécuter, pas vraiment une expérience à vivre. Et là où c'est intéressant, c'est que sous cette impulsion se cache souvent la croyance que la valeur réside dans la ligne d'arrivée. La satisfaction ne vient qu'une fois que l'on a fait quelque chose, et il ne s'agit pas d'impatience au sens classique du terme, mais plutôt d'une anxiété de performance déguisée en productivité, où plus une tâche est longue, plus elle est ressentie comme une perte de temps. Et d'un point de vue psychologique, c'est peut-être même le signe d'une relation transactionnelle avec les objectifs. C'est-à-dire que pour la personne, chaque action doit être au service du progrès, et tout ce qui se trouve entre les deux est ressenti comme une attente. Et le pire, c'est que certaines fois, le plaisir se transforme alors en culpabilité. Et lorsque les progrès ralentissent, que ce soit dans les jeux ou dans la vie réelle, la motivation s'en ressent. Non pas parce que l'objectif n'en vaut pas la peine, mais parce que la présence n'a jamais été le but initial. Et à l'inverse du speedrunner, on va retrouver monsieur ou madame le complétiste. Et alors lui, faut pas le pousser. C'est celui qui ne se précipite pas et qui termine aussi rarement ses jeux. Mais pourquoi? Et bah parce que c'est le perfectionniste de service. Chaque quête secondaire, chaque objet à collectionner, voire les mécanismes, rien ne doit passer à côté de cet archétype. Et bien qu'au début ça ressemble à de la discipline, je te l'accorde, en réalité c'est plutôt une forme d'anxiété qui se traduit par la peur de rater quelque chose. Et cet état d'esprit reflète une boucle perfectionniste classique, le succès est lié à la minutie et la minutie est infinie, donc chaque voie doit être envisagée. Tu mets ces personnes devant un jeu à la Until Dawn, ils te refont 100 fois le scénario pour avoir toutes les fins possibles. Et derrière, la charge mentale s'accumule rapidement et l'épuisement s'installe, non pas à cause de l'échec, mais à cause du poids de ne jamais avoir l'impression de terminer. Bref, IRL, ça se traduit souvent par la pression que certains s'imposent, où rien ne semble assez bon pour être considéré comme achevé. Et donc, dans les faits, rien n'est achevé. Un peu comme monsieur ou madame abandon, le dernier pattern. Et ici, quand je parle d'abandon, on parle pas que de frustration parce que ton mate sur LoL c'est encore déco sur ta 3e game de classement. Non, c'est bien plus subtil. L'abandon se produit surtout après le premier combat difficile ou lorsque quelque chose ne fonctionne pas tout de suite. Et oui, c'est genre 95% des gens qui ont tenté Elden Ring. Et la vérité, c'est que l'abandon est rarement une question de paresse, mais plutôt une défense contre l'inconfort d'être mauvais dans quelque chose, ou contre l'exposition d'essayer et de ne pas réussir. Encore une fois, d'un point de vue psychologique, ça peut potentiellement correspondre à un état d'esprit fixe, c'est-à-dire la croyance que les capacités sont plutôt statiques et que l'effort ne fait que révéler tes vraies limites. Et dans ce cas-là, il est donc plus sûr pour la personne de se désengager rapidement et de disparaître avant que l'effort ne révèle l'insuffisance. Alors au fil du temps, tout ce qui n'est pas familier devient risqué, non pas parce que c'est le cas, mais parce que cela pourrait remettre en question l'image de soi qui a été protégée. Et bon, maintenant je te laisse 3 secondes pour choisir ton personnage entre les 4.
Et maintenant que c'est fait, on en fait quoi de ce schéma comportemental? Bon, alors là on revient à notre sujet sur la psychologie comportementale où il existe une règle simple, la répétition construit l'identité. En gros, ça se fait pas d'un seul coup, ni par de grands gestes, mais par des toutes petites actions qui commencent à façonner l'image que l'on a de soi. C'est le cœur même de la formation d'une habitude. Tu ne deviens pas quelqu'un qui termine les choses en voulant les faire exister, tu deviens cette personne en terminant une chose, puis une autre, jusqu'à ce que ton cerveau commence à l'attendre de toi. Et ici, les jeux sont le terrain idéal pour ce genre de changement parce qu'ils récompensent le processus de se mettre dedans et contrairement aux enjeux plus importants du travail, des relations ou d'image de soi, ils te donnent la possibilité d'échouer sans frais. Et alors c'est tout bénef et donc parfait pour les expériences comportementales. Et ici on va prendre l'exemple de l'acte de terminer un jeu, ce qui est plutôt facile. Et alors en apparence, il s'agit d'un divertissement, on est d'accord, mais en réalité, il s'agit d'une boucle comportementale où tu vas rester fidèle à quelque chose même après que la nouveauté se soit estompée. En gros, si tu as l'habitude d'être un abandonneur, un débutant en série ou un complétiste, alors tu dois absolument garder tes sessions pour avancer sur le jeu que tu as débuté. Non pas parce que c'est toujours excitant, mais parce que tu as choisi d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce choix qui est important, car pour ton cerveau, la différence entre un jeu et un projet n'est que le contexte. Les circuits ne se soucient pas de la nature de la tâche, mais seulement du fait qu'elle a été accomplie. Et tu pourrais me rétorquer que ton temps de jeu c'est avant tout du loisir, que tu cherches à t'amuser et pas commencer à faire du dev perso ou tu sais pas quoi en pleine game. Et là, je te dirais juste, bah oui, fais ce que tu veux. Enfin, je veux dire, je te force à rien, je te propose juste de lier l'utile à l'agréable. Mais bon, passons. En commençant à faire ce que je t'ai dit, tu participeras intentionnellement à remettre en question ton état d'esprit. Ici, le pouvoir des jeux n'est pas qu'ils reflètent parfaitement la vie, c'est qu'ils en isolent certaines parties. Et c'est avec eux que tu peux tester ta patience dans un espace où personne ne te regarde. Et attention, ce n'est pas une thérapie, mais c'est un entraînement. Et comme tout entraînement, n'espère pas des résultats du jour au lendemain. Il faut laisser le temps faire son œuvre. Ce qui va m'amener à te donner une liste de petits choix et changements que tu peux déjà commencer à implémenter dans ta façon de jouer en fonction de ton profil de joueur. Et tout ça dans l'objectif de construire nos micro-habitudes qui vont derrière transformer notre identité. Et ça commence déjà avec le fait de terminer ce qu'on commence, comme je t'ai dit, même si le jeu en lui-même n'est pas parfait, essaye au moins de compléter l'histoire principale. Et je dirais même, surtout s'il n'est pas parfait en fait, le but c'est pas de tomber amoureux du jeu, mais de s'entraîner à aller jusqu'au bout de quelque chose, même après que l'excitation soit retombée. Deuxièmement, ralentis. Si tu te surprends à sauter des dialogues, à foncer vers les objectifs ou à optimiser chaque chemin, essaye plutôt d'opter pour la présence. Explore pour le plaisir de la curiosité, pas pour la récompense. Et je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais c'est un peu comme découvrir la map de Skyrim en 2011 et se laisser complètement emporter par chaque bout de montagne au loin. Laisse-toi guider par le long chemin et apprécie le game design. Puis sache qu'il ne s'agit pas seulement d'apprécier le jeu différemment, il s'agit aussi de se sentir à l'aise avec le processus, avec des moments qui ne sont pas productifs, mais qui sont tout de même significatifs. Puis troisièmement, laisse-toi faire des choix imparfaits. Choisis une arme parce qu'elle te semble stylée, pas parce qu'un wiki t'a dit que c'était la méta. Et encore plus loin, change complètement des fois ton style de jeu. Au lieu de jouer furtif, joue bourrin, et inversement. Si t'es un joueur de jeu solo, va en multi. Si t'es un joueur de FPS, va tester un RPG. Enfin bref, changer de style, ça permet quand même de sortir des patterns comportementaux classiques et de créer un espace d'adaptabilité. Le genre qui peut t'aider à agir différemment lorsque tes stratégies habituelles cessent de fonctionner. Bon, encore une fois, c'est pas magique. Et quatrièmement, lorsque quelque chose dans un jeu te frustre ou qu'un boss te défonce, et bah résiste à l'envie d'abandonner, de rager ou de recommencer. Opte plutôt pour la persévérance. Bon, si t'es vraiment finito parce que t'as pris toutes les pires décisions, là c'est autre chose, mais n'abandonne pas directement devant chaque obstacle. Non pas parce que tu te mettras à devenir meilleur juste comme ça, enfin quoique si, mais c'est pas que ça le but, mais surtout parce que ton cerveau a besoin d'apprendre que l'inconfort n'est pas un danger et que c'est comme ça qu'on développe de la résilience. Ensuite, cinquièmement, fais un jeu à la fois. Alors, bien sûr, pas pour toujours, mais juste assez longtemps pour faire l'expérience de la profondeur plutôt que de la surface. Si tu jongles avec 5 jeux à la fois, aucun d'entre eux ne retiendra toute ton attention. Alors, essaye de te concentrer sur un seul, comme quand tu étais encore enfant. Puis, le fait de ne pas être multitâche n'augmente pas nécessairement le plaisir, mais ça va participer à renforcer ta concentration, ce qui, on est d'accord, est plutôt de la frappe. Puis, sixièmement et dernièrement, sois attentif à tes schémas émotionnels. Et attention, c'est pas un truc chamanique bizarre, et je parle pas derrière que des moments de rage, mais surtout des moments les plus calmes. Les soupirs lorsque tu perds, la tension lorsque quelque chose dérape, ou l'envie de changer de quête quand une commence à t'ennuyer. Ces moments sont des révélateurs, et on en manque souvent parce qu'on est trop concentré sur le résultat. Donc, commencer à les remarquer, c'est pas forcément pour les corriger, mais ça permet de se familiariser avec eux. Et se connaître, c'est la première étape avant d'envisager des changements. Car c'est la façon dont on gère la frustration, l'ennui ou l'impatience lorsqu'on joue qui se répercute aussi d'une certaine manière dans tous les aspects de nos
nos vies où ces sentiments se manifestent. Et juste pour conclure, tout ce que je viens de te dire, c'est pas des règles, c'est que des invitations. C'est des moyens de transformer le temps déjà consacré au jeu en temps consacré à l'entraînement du type d'esprit que tu veux avoir pour le reste de ta vie. Parce que les habitudes ne savent pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Tout ce qu'elles savent, c'est ce qui est répété. Enfin bref, tout ça pour dire que si tu dois passer des heures sur un jeu, c'est toujours sympa de jouer une histoire qui peut participer à te donner plus d'attention, de courage et juste assez de chaos pour que tu apprécies d'autant plus vivre la tienne. Salut!